L'armée républicaine irlandaise, l'IRA, reconnaît aujourd'hui être responsable de l'attentat d'hier à Enniskillen où 11 civils ont été tués et 60 blessés. L'IRA affirme que l'explosion a été déclenchée accidentellement et regrette profondément ce qui s'est passé. L'explosion visait les forces de sécurité présentes autour du monument aux morts et non pas des civils. Bonsoir, un geste de bonne volonté du gouvernement en faveur des fonctionnaires. L'augmentation de leur traitement et pension est supérieure à celle prévue, 2,1% au lieu de 1,7%. Concrètement, la feuille de paye de novembre sera relevée d'1% à compter rétroactivement du 1er mai de cette année. Pour la première fois depuis le début des privatisations en France, un titre, celui de la compagnie financière de Suez, entame sa cote en dessous de son prix d'offre, 261 francs contre un prix de vente de 317 francs. Cela représente une décote de 17,66%. La Bourse de Paris a encore perdu 3,6% aujourd'hui. Et d'ailleurs, sur 11 sociétés privatisées, 7 sont en recul, le plus fort pour la CGE, moins 21%, 4 sont en hausse, surtout Saint-Gobain, plus 34%. C'est pourquoi l'introduction en bourse d'Yves Saint Laurent, prévue pour le 4 décembre prochain, est différée compte tenu donc des circonstances. Quant au dollar, il cède toujours du terrain, 5,6740, son plus bas niveau depuis janvier 82 à Paris. À 3 jours de l'ouverture de la phase finale des États généraux de la Sécurité sociale, une bonne nouvelle puisque les comptes de la Sécu s'améliorent. Le déficit du régime général devrait tourner autour de 10 milliards de francs. En juillet, la Commission prévoyait près de 14 milliards. Les spécialistes officiels des statistiques ne s'expliquent pas complètement ce phénomène. Après 40 jours de conflit, un accord a été signé ce soir entre les dockers et les entrepreneurs de manutention du port de Marseille. Une nouvelle convention collective a été élaborée pour réduire de 30% les coûts de manutention dans le deuxième port européen. Le mystère après la revendication du Fatah d'Abu Nidal sur l'enlèvement au large d'Israël de 8 personnes à bord d'un bateau de plaisance, des Israéliens, des Belges et une Française. Selon le Fatah, leur bateau de plaisance a été arraisonné au large de Gaza, mais aujourd'hui, rien ne confirme ces affirmations et à Jérusalem, on reste très sceptique. Sur place, Jean-Luc Porte. C'est une gifle au roi sioniste d'Amman, a lancé à Beyrouth le porte-parole du Fatah Conseil révolutionnaire, pour lequel cette opération constitue, je cite, un cadeau au peuple palestinien partout où il lutte. Que ce cadeau soit apprécié ou non par le peuple palestinien, il s'agit manifestement de montrer qu'au moment où les chefs d'État des principaux pays arabes se concertent sur les grands problèmes du Proche-Orient à Amman, l'action véritable se joue sur un tout autre terrain. Dans la cascade d'informations contradictoires de provenance diverses, permettant de douter de la revendication du Fatah Conseil révolutionnaire, le plus troublant est l'estimation des experts israéliens de la lutte antiterroriste, selon lesquels cette opération n'est pas du tout dans le style du groupe Abu Nidal. Dans cette confusion totale, la seule certitude est la confirmation par Bruxelles de l'identité de 4 des 5 ressortissants belges enlevés. Mais où le yacht a-t-il été intercepté? Quels sont les ravisseurs? Les victimes ont-elles la double nationalité israélienne? Autant de questions sans réponse qui contribuent à rendre cette affaire aussi énigmatique que la redoutable organisation de tueurs d'Abu Nidal qui déclarait poursuivre l'interrogatoire des prisonniers. Première visite en France d'un chef d'État chinois, le président Li Xianan est arrivé aujourd'hui à Paris pour une visite de 4 jours. Peut-être les voies d'un compromis à La Haye sur le programme spatial européen. Le texte d'une résolution finale doit être élaboré cette nuit et les participants ont demandé au directeur général de l'Agence spatiale européenne une réduction de 15 à 20% du budget estimé à plus de 84 milliards de francs. Un compromis qui n'exclurait aucun des 3 grands programmes que nous présente Eric Muller. Les futurs programmes spatiaux européens sont cohérents. Il faut les démarrer aujourd'hui si l'Europe veut conserver sa maîtrise technologique et obtenir son autonomie vis-à-vis des 2 grands américains et soviétiques. Voilà l'avis des techniciens comme Reimar Lust, directeur général de l'Agence spatiale européenne. Voilà aussi l'avis de la France qui souhaite que l'Europe s'engage résolument dans la voie des vols spatiaux habités. Ces programmes tant réclamés, ce sont Ariane 5, Hermès et Columbus. Ariane 5, c'est la plus grosse fusée européenne des 30 prochaines années. Premier tir prévu en 1995, elle devra rester opérationnelle jusqu'en 2020. Ariane 5 sera la plus puissante et la plus sûre de la famille Ariane, puisqu'elle devra envoyer des hommes dans l'espace à bord de l'avion spatial Hermès, le 2e des programmes européens. De la taille d'un gros avion de chasse, Hermès sera le minibus de l'espace, capable de desservir les stations américaines comme soviétiques et pourquoi pas une éventuelle station européenne. Hermès emportera 3 hommes et 3 tonnes de charge utile pour des missions qui dureront de 1 semaine à 1 mois avant de venir se reposer en France sur la base d'Istres.
Troisième volet du programme européen, Columbus, une série de 4 modules habités ou automatiques destinés à poursuivre l'exploration et surtout l'exploitation de l'espace. Mis en orbite par Ariane 5 et la navette américaine, ces modules pourront soit être rattachés à la station occidentale, soit évoluer en orbite de manière autonome pour devenir la cellule de base d'une future station 100% européenne. Voici la sélection d'Henri Michel pour le match France-RDA à Paris la semaine prochaine au Parc des Princes. Une rencontre pour l'honneur. À noter 2 arrivées, celles de Castendutch et de Bruno Germain. La météo, prévision Patricia Hervé. Retour des pluies cette semaine et notre animation satellite nous le montre. La grosse perturbation qui était axée sur l'Irlande mais qui se décale actuellement vers la France va générer plusieurs perturbations dans les prochains jours. Résultat, un temps souvent très médiocre, pluvieux, avec parfois de petites accalmies. Donc demain matin sur la moitié est, le temps sera gris et on aura des pluies parfois très fortes. Sur le reste du pays, attention aux brouillards qui toucheront le nord, le bassin parisien, les Pays de Loire et l'Aquitaine. Ailleurs, le ciel sera variable avec alternance d'averses et de quelques rayons de soleil. Dans l'après-midi, les pluies régresseront vers l'est pour ne plus toucher que la Lorraine, les Vosges, les Alpes et les régions méditerranéennes. Les vents seront forts en mer. Ailleurs, toujours un temps instable avec ondées et brèves éclaircies. Le thermomètre sera en baisse, 8 à 9 degrés au nord-est, 10 à 11 degrés sur le reste de la moitié nord et de 10 à 18 degrés sur la moitié sud. UAP, plus de 30 000 personnes à votre service. Numéro 1 oblige. Canal Foot, l'émission de Pierre Sled. Excellente soirée sur Canal+. Bonsoir à tous, Sylvester Takak, l'entraîneur du FC Sochaux, est notre invité ce soir. L'occasion pour nous de faire le point en deuxième division à la fin des matchs allés et plus particulièrement bien sûr dans le groupe A. Alors toutes vos questions sur le Minitel 3615 COS CPLUS. Il y a comme d'habitude 2 places à gagner. Pour ce qui est du reste de la soirée après Canal Foot, les KO de Canal+, c'est en direct de Villeurbanne pour la rentrée sur le sol français de Christophe Thiozo face à un Américain qui est de Chicago, Jeff Lanas. Ensuite ce sera le football américain avec Georges Eddy et Philippe Châtenay. Et ce soir, ce sont les Browns de Cleveland contre les Chargers de San Diego. Il y a beaucoup de suspense, paraît-il. Alors on va attaquer avec l'image de la semaine. Et vous allez voir, c'est un carton, comme il en arrive peu souvent. C'est en Angleterre, en deuxième division avec Manchester City en bleu et un premier but de McNabb, suivi d'un de Stewart. Il y en aura beaucoup d'autres. Ça va être même une catastrophe pour le gardien Cox de Huddersfield. Autre club de deuxième division. Avec White qui marque ici le 4e but. L'entraîneur d'Huddersfield va être très serein après le match puisqu'il va déclarer « C'était ridicule, on avait autant d'occasions qu'eux. 3 buts semblaient hors jeu. » Il garde en tout cas le moral pendant que les joueurs de Manchester City accumulent les buts. On en est à 9. Huddersfield réduit l'écart. Il y a eu 3 hat-tricks avec le 10e but. 10-0, le compte est bon. Et voilà Sylvester, bonsoir. Le compte est bon pour cette équipe, et le compte est bon pour Sochaux, qui marque aussi beaucoup de buts, pas autant c'est vrai, mais qui est maintenant premier en deuxième division. Oui, en deuxième division du groupe. En deuxième division, oui, on a bien commencé les championnats. Et plus on avance, mieux l'équipe de Sochaux se porte. Et voilà, le dernier week-end, l'équipe de Monceau nous a rendu aussi un énorme service en allant gagner à Lyon. C'était pas attendu. L'attaque, c'est le point fort de Sochaux? L'attaque, c'est le point fort parce que, comme vous le savez, nous avons la meilleure attaque en deuxième division, même première division confondue. Mais je pense qu'aussi la défense, on peut dire que
nous avons aussi la meilleure défense. Alors on va voir les images de votre dernier match. C'était à Ajaccio, pas facile à Ajaccio d'obtenir un bon résultat. Non, Ajaccio c'est une excellente équipe. D'abord, une équipe qui à domicile a gagné pratiquement tous les matchs, sauf contre Orléans où elle a fait match nul. Cette équipe qui n'a pas pris un but à domicile. Voilà, j'allais justement dire, c'est une équipe contre laquelle il est très difficile de se créer des occasions. Alors avec 5 points, meilleure attaque, meilleure défense, vous êtes tout à fait tranquille? Eh bien, on n'est pas tout à fait tranquille parce que vous savez, on n'est qu'à mi-championnat. On a vu d'autres équipes déjà qui menaient assez largement et puis à la fin, est-ce qu'elles se sont déconcentrées ou les adversaires étaient tellement bons, finalement il y avait des accidents. Nous allons essayer de ne pas, ou plutôt d'éviter d'avoir des accidents pareils. C'est rare de repartir quand on descend de première division tout de suite, que tout se passe bien et qu'on fasse un tel parcours. Là, je dois dire que les dirigeants de Peugeot montrent une volonté vraiment déterminée pour... c'est normal, c'est quand même le sponsor. Voilà, qu'on fasse la remontée dès la première année. Et je crois que notre président Touzeri, il a annoncé qu'il n'y aura pas de départ, il n'y aura pas de transfert, sauf Rust et Fermont qui sont partis. Mais je pense qu'on s'est renforcé avec l'arrivée de Yougoslav, Hadžibegić et Bajdarević, comme aussi Frédéric Delage. Et il me semble que l'amalgame s'est bien fait. Apparemment, en tout cas. La deuxième division, les buteurs du groupe B se sont bien comportés avec notamment Patrick Martet, le Rouennais, qui a inscrit 3 buts à La Roche-sur-Yon. C'est Thierry Gilardi. C'est Nîmes qui ouvre le score dès la 10e minute. Un contre joué à une touche de balle, une ouverture sur Kravzik. Kravzik qui s'appuie sur Lokov, talonnade et but du bout du pied. Durand aurait pu s'incliner une deuxième fois sur ce coup franc de Bernade. Mais en deuxième période, Constantinian, après avoir lui aussi trouvé la barre, va donner le match nul à Guignon. Faute de la défense nîmoise, Constantinian prend sa chance et marque. Commentaire de Séraphin, entraîneur de Nîmes, nous avons des joueurs de patronage. En deuxième période, 12e but de la saison de Prieur sur une ouverture de Dumas. Égalisation d'Angers, un centre de Gianetta, Guillot récupère et trompe Bensoussan. Caen reprend l'avantage, toujours de la tête, grâce à Pichard qui bat Pajot. Mais à 2 minutes de la fin, faute de Bala dans la surface de réparation. Monsieur Dagor m'indique le point de pénalty. Un pénalty transformé par Grosbois. L'homme de la 17e journée du groupe B, Patrick Martet, auteur de 3 buts et qui prend la tête du classement des buteurs devant l'Écossais Stéphane. Pourtant, c'est La Roche-sur-Yon qui ouvre le score après un quart d'heure de jeu. Un débordement de Moreau me dit que laisse pour Lubin qui trompe Hagenbach. 6 minutes plus tard, égalisation de Rouen. Jouanne sur le côté gauche. Cafouillage de la défense et Martet en profite des 20 mètres. Dès l'engagement, Jarolim trouve au deuxième poteau Martet. Égalisation de Pasquereau pour La Roche, mais en deuxième période, le but du jour, ouverture de Jarolim et reprise de volée de Martet du pied droit. À 1 minute de la fin, Jarolim dans le brouillard remonte la moitié de terrain, dribble le gardien Batelli et marque avec beaucoup de sang-froid. Coup franc de Malbo, Ceccarelli est devancé par la tête de Floss, mais Ceccarelli évitera un deuxième but sur ce tir de Malbo. Ruffier se méfie sur sa ligne, mais Bridier ouvre le score de la tête pour Rennes. Une longue ouverture de Le Disait pour Tlemcani. Tlemcani qui, de l'extérieur du pied gauche, trouve de la montagne. Tlemcani qui marquera un 3e but sur pénalty et Monzuc réduira le score à la dernière minute. Raymond Kérusoré peut être satisfait. Alors il y a une dépêche de l'AFP qui est tombée ce soir vers 18h35 nous apprenant que Jean-François Domergue, le Marseillais, était pressenti par le Paris Saint-Germain. Alors nous avons voulu en avoir le cœur net et on a en principe Jean-François Domergue en ligne. Jean-François, bonsoir. Oui, bonsoir Pierre.
Alors, vous avez entendu comme moi cette dépêche. Qu'en est-il exactement? Mais il en est tout simplement que je l'ai appris un peu comme vous, par surprise. C'est-à-dire que cet après-midi, j'ai eu un coup de téléphone des journalistes de l'équipe qui me prévenaient justement de cette dépêche. Et quel est votre sentiment? Bon, ben, disons, mon sentiment aujourd'hui est un sentiment de surprise, dans la mesure où dans le football, je sais qu'il ne faut jamais être surpris, mais bon, quand ça arrive, je crois qu'il faut faire face. Et dans l'immédiat, bon, ben, pour l'instant, aujourd'hui, je suis dans l'impasse un peu, quoi. Vous étiez remplaçant hier contre le PSG, c'est une coïncidence? Oh, certainement une coïncidence. Vous savez, bon, je crois qu'on peut peut-être émettre un doute, mais enfin, je pense surtout que à l'arrivée, qu'on ait joué peut-être ailleurs, ça aurait été la même chose, je pense. Hein. Maintenant, j'ai entière confiance à mes dirigeants et à mon entraîneur pour... Vous n'êtes pas troublé? Évincer tout doute. Non, je ne suis pas troublé, je suis surpris. Un peu dans le flou aujourd'hui. Dans le cas où cette nouvelle se confirmerait, vous seriez partant pour le PSG? Être partant, c'est une chose bien difficile à dire aujourd'hui, puisque je suis encore sous l'effet de surprise, mais je pense qu'avant toute chose, demain, je rencontrerai déjà mes dirigeants, au cours duquel, j'espère, nous pourrons entrevoir certaines choses. Bon, j'espère avoir une solution quand même assez rapide, dans la mesure où je crois que pour un joueur professionnel, il est toujours délicat d'être dans une impasse qui soit celle que je vis actuellement. Le fait que vous ne soyez plus actuellement ultra titulaire dans votre équipe, ça aussi, ça vous pose des problèmes? Ça pose des problèmes, disons, surtout dans la mesure où les clubs ont jusqu'au 15 novembre pour trouver d'éventuels jokers. Donc automatiquement, les clubs se servent un peu de cette carte qui leur permet de pouvoir prendre des joueurs, pour pouvoir renforcer leur équipe. Donc pour moi, disons, être ultra titulaire ou pas n'est pas un problème. Je crois qu'à chaque fois, il faut prouver qu'on est un possible titulaire. C'est une remise en question permanente. Oui. Et puis à Marseille, il y a pas mal de bons joueurs. Sylvester Takak a une question. Une question indiscrète, Jean-François. Oui. Est-ce que finalement, vous pensez rester à Marseille? Il est peut-être un peu intéressé, là, Sylvester. Ah bon? Parce que le parcours de Sochaux est bon, c'est vrai. Ah oui, non, mais disons, Marseille est un club dans lequel je suis depuis un an. Bon, ben, j'y suis très bien. Il y a eu une très bonne saison la saison passée. Cette saison, il y a aussi une saison intéressante à jouer, surtout au niveau de la Coupe d'Europe. À partir de Marseille ou pas, je crois que je ne suis pas dans la mesure de pouvoir dire aujourd'hui oui ou non. Je crois que dès demain, déjà, on pourra... C'est pas une idée absurde. Ça, c'est sûr demain, oui. C'est pas une idée absurde de penser que vous pouvez partir de Marseille. Comment, Pierre? Je vous ai mal entendu. C'est pas une idée saugrenue de penser que vous pouvez partir de Marseille. C'est pas totalement impossible. C'est sûr que c'est une idée qu'on peut toujours envisager hein, et qui est envisageable. Hein. D'accord. Voilà. Merci Jean-François, bonne chance. Merci avec quelques équipes dans lesquelles vous jouez. On va passer au Tour du Monde. Tour du Monde avec Christophe Roux. On va aller en Argentine et puis un petit peu en Suisse. Tour du Monde. Championnat helvétique avec l'équipe du Servette de Genève qui reçoit Zurich avant-dernier du classement. Rien à voir avec les Grinchos.